Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Élysée 2017, en compagnie d'Emilio Armani ce soir. Emilio Armani est sympathisant Front National. Il est également responsable de la jeunesse de son secteur, de son département. Et nous l'avons donc avec nous cet après-midi afin qu'il nous explique ses motivations et voilà, qu'il nous éclaire sur la personnalité des votants à Front National. Donc, comme première question, on a qu'est-ce qui motive votre adhésion, Monsieur Armani, à la politique du Front National et de Marine Le Pen? Et pourquoi, personnellement, mettriez-vous un bulletin Marine Le Pen dans l'urne en 2017? Alors tout d'abord, il faut savoir que je n'ai que 18 ans. C'est pourquoi les premières élections majeures auxquelles j'ai pu m'intéresser étaient les élections présidentielles de 2012. Ces mêmes élections ont vu le score historique de Marine Le Pen, qui a fait presque 18%, bien mieux que son père en 2012, qui était arrivé au deuxième tour de 16%. En 2002, vous voulez dire? Oui, en 2002, excusez-moi. Et je me reconnais en elle car depuis que je m'intéresse à la politique, j'ai toujours eu ce sentiment souverainiste, nationaliste, patriote. Les différentes appellations reviennent en quelque sorte à la même chose. Je me définis plutôt comme étant patriote, car nationaliste et souverainiste ont souvent des connotations péjoratives. En outre, le fait d'être patriote m'amène au fait que je suis incommodé par la délégation de nos souverainetés financières, monétaires et politiques à l'Europe. Car Nicolas Sarkozy en 2007 a transféré, grâce à la nouvelle constitution, bien plus de pouvoir à l'Union européenne. Donc nous sommes, il m'insupporte, que Bruxelles, Strasbourg et Francfort puissent dicter leur politique à un pays tel que la France. Très bien, oui, on comprend ce sentiment qui est ressenti par beaucoup de personnes de manière différente et qui suscite des réactions différentes, parmi lesquelles la vôtre est, il faut l'admettre, importante. Importante. En effet, j'en viens à ma deuxième question. Comment expliquer la montée en puissance du Front National depuis 2012, ce qui est du jamais vu? Eh bien, depuis 2012, comme vous l'avez noté, il y a une croissance exponentielle et continue. Il faut le marquer car il n'y a pas eu de stagnation une seule année à aucun scrutin. Chaque scrutin, qu'il soit national ou territorial, a vu les électeurs Front National se mobiliser toujours plus nombreux. Cette raison s'explique par l'échec de François Hollande qui est arrivé aux affaires non pas parce que les gens ont voté pour sa politique ou la politique qu'il aurait dû mener ou qu'il aurait voulu mener, mais contre celle de Sarkozy qui avait déçu tant de Français entre 2007 et 2012. Notamment le fait que les Français aient rejeté à 55% le traité de Lisbonne en 2005 et Sarkozy a donc, en plus de n'avoir fait aucun référendum lors de son mandat, en a annulé un, celui de 2005, en le faisant revoter par le Congrès en 2007. Son bilan de référendum est donc de -1, si je puis dire. François Hollande, son successeur, malheureusement, a lui un bilan de référendum de 0, car il n'en a pas, lui, fait non plus. Cette politique désastreuse discrédite totalement le Parti socialiste, car souvent on dit François Hollande est mauvais, mais ce n'est pas que lui qui est mauvais, car il est entouré de gens mauvais et incapables, que ce soit dans son gouvernement, dans sa majorité à l'Assemblée et au Sénat, qu'il a perdu aujourd'hui, mais aussi dans ses élus territoriaux. L'exemple type est Ségolène Royal à la tête pendant de nombreuses années, trop nombreuses années, à la tête de la région Poitou-Charentes. Car cette désastreuse direction de Ségolène Royal a vu la dette de cette région
relativement petite, s'élevait à 900 millions, presque 1 milliard d'euros. D'accord, donc on comprend bien que la montée en puissance du FN, du Front National, pardon, s'explique par la mauvaise gestion, la mauvaise façon de faire la politique des partis traditionnels en France, représentant la droite et la gauche traditionnelle en France, les Républicains et le Parti Socialiste pour les nommer. Très bien, mais alors on pourrait vous reprocher de taper avec facilité sur vos adversaires. Quelles sont les grandes orientations idéologiques qui sous-tendent le parti du Front National et son programme pour 2017 avec sa candidate Marine Le Pen, qui permettraient, ces grandes orientations, à relancer la France sur de bons rails, à la faire repartir? Eh bien, la première des mesures est, et cette mesure en regroupe bien d'autres, est le patriotisme économique, la préférence nationale. Encore une fois, il y a plusieurs termes pour désigner cette politique. D'accord. Oui, vous voulez dire une grande orientation idéologique, c'est ça, hein? C'est ça. Cette grande orientation idéologique regroupe plusieurs mesures qui sont nécessaires pour la mettre en place. Car Marine Le Pen n'est pas la seule à prôner cette souveraineté nationale et ce patriotisme économique. D'autres, comme l'inattendu Arnaud Montebourg, avaient même fait la une d'un magazine pour promouvoir la marinière et le Made in France plus largement. Sauf que ce même personnage est totalement incohérent puisqu'il préconise aussi l'UE à outrance, l'Union européenne à outrance. Or, l'Union européenne interdit dans ses traités ce principe de préférence nationale. Donc, Arnaud Montebourg, comme beaucoup de ses congénères au Parti socialiste et dans bien d'autres partis traditionnels dits de gouvernement, à tort, sont totalement incohérents dans leurs propos et dans la politique qu'ils voudraient mener. Maintenant, la seconde orientation idéologique. La seconde orientation idéologique, exactement, serait le renforcement des fonctions régaliennes de l'État. J'entends par là que l'armée, la police et la justice, en y ajoutant la fonction hospitalière, bien qu'elle ne soit pas une fonction régalienne, doivent être considérablement renforcées car la France est un grand pays et un grand pays nécessite un État fort, un État digne de ce nom. Or, aujourd'hui, beaucoup trop de suppression de postes, d'amoindrissement de budget ont vu le jour dans ces fonctions régaliennes. Maintenant, pour pallier cette augmentation, ou cette baisse jusqu'à maintenant, mais cette future augmentation de nombre de fonctionnaires d'État, il faut baisser le nombre de fonctionnaires territoriaux. Car ces fonctionnaires territoriaux sont souvent là, font de la figuration, que ce soit dans les mairies, dans les conseils régionaux et départementaux. Ces personnes-là sont là par copinage et ne font un travail bien moins important qu'un policier, qu'un gendarme, qu'un médecin, voilà, qu'un juge. Très bien, très bien. Oui, tout ça est cohérent. On sent le nationalisme qui sous-tend ces orientations. Refaire de la France un pays fort dans ses attributions régaliennes et dans son rapport avec sa propre population. Un rapport évidemment privilégié entre la France et les Français. Très bien. Pour la 4e question, nous aimerions savoir, à Élysée 2017, en quoi le leadership de Marine Le Pen a-t-elle accompagné, provoqué, été le symptôme de la fameuse dédiabolisation du Front National. Et si vous considérez que cette dédiabolisation est effective et réelle, pourriez-vous nous donner les raisons, les arguments qui justifient réellement cette dédiabolisation? Alors,
les critiques du Front National qui reviennent sans cesse et sans cesse sont 1. La misogynie, 2. L'homophobie, 3. La xénophobie, 4. Le racisme. D'autres critiques plus annexes ne valent pas une défense digne de ce nom. Premièrement, la misogynie. Aujourd'hui, Marine Le Pen, depuis 2011, est la présidente du Front National et la seule candidate femme à l'élection présidentielle de 2017. Ce n'était pas le cas en 2012, ça le sera en 2017. Donc, aux détracteurs du parti qui affirment que le Front National est, sans équivoque, le parti le plus misogyne de France, dans ces cas-là, qu'ils me citent quel autre parti présente en candidat une femme. Je vais l'aider, c'est simple, il n'y en a aucun. En effet, à ce jour, il n'y a aucune candidate issue d'un autre grand parti à l'heure actuelle. Exactement. Ensuite, pour contrecarrer cette accusation d'homophobie, ces mêmes détracteurs, qui sont en général les mêmes personnes, qui affirment que le Front National est le parti le plus homophobe de France, dans ces cas-là, que ces personnes me citent quel parti a en son sein un vice-président qui ne cache pas son homosexualité. J'entends par là Florent Philippot. C'est simple, je vais les aider encore une fois, il n'y en a aucun, à part le Front National. Ensuite, la xénophobie. La xénophobie, par définition, est la peur de l'étranger, la peur du nouveau. Or, le Front National, dans son programme, car comment juger un parti sinon par son programme, donc dans son programme, n'a pas peur de l'étranger. Il ne souhaite simplement pas accueillir sur le territoire national des personnes sinon néfastes, au moins inutiles. En quoi est-ce la peur de l'étranger ? C'est simplement la peur ou le non-désir de personnes qui soient néfastes à la France. Inutiles s'ils viennent simplement pour les largesses du système français, ou néfastes si, malheureusement, comme nous l'avons connu ces derniers temps, par des attentats, des crimes et des délits nombreux. En quatrième point, le racisme. Le racisme est le fait de distinguer des races, premier point, et de les hiérarchiser, une fois qu'on les a distingués. Est-ce que le Front National présente ces mesures-là ? Est-ce qu'il présente, prenons l'exemple très simple des logements sociaux ou des aides sociales à proprement parler, est-ce qu'il hiérarchise, est-ce qu'il distingue des races dans l'appropriation de ces logements, de ces aides ? Absolument pas. Tout est une question de situation. Si c'est une situation juste, il aura les mêmes droits qu'il soit noir, jaune, blanc, musulman, chrétien ou juif. Il n'y a absolument aucune distinction entre les origines, les religions ou les nationalités. Très bien. Eh bien, pour finir avec vous, Emilio, nous allons vous demander de nous dire quelles seraient les 3 premières mesures politiques si en tant que sympathisant et donc représentant du Front National, le parti Front National, quelles seraient les 3 mesures que vous prendriez et qu'on imagine prendrait la candidate Marine Le Pen si elle venait à accéder à la fonction suprême ? Je n'ai pas l'orgueil de présenter les mesures que je préconise, mais plutôt je vais présenter les mesures que préconise Marine Le Pen, la présidente que je soutiens. La première des mesures, la première de toutes, si on veut, si elle veut plutôt, instaurer une politique souverainiste est de retrouver sa souveraineté. Or, comment retrouver notre souveraineté d'antan, notre souveraineté passée ? Sinon, en renégociant les traités de Bruxelles. C'est-à-dire que peut-être que les électeurs qui l'auront élue ne l'auront pas élue pour qu'elle sorte de l'Union européenne. C'est pourquoi
elle fera un référendum pour leur demander précisément, et non pas pour autre chose, s'ils veulent sortir, oui ou non, de l'Union européenne. Si les Français disent oui, alors elle se rendra à Bruxelles pour renégocier. Et s'ils refusent, nous quitterons l'Union européenne. Il y a eu le Brexit en 2016, il y aura le Frexit en 2017. Rien d'abominable. Toutes les catastrophes que nous ont prévues les économistes et toutes sortes de castes dirigeantes ne sont pas arrivées. Ensuite, retrouver notre souveraineté politique, monétaire et financière. Une fois ces choses faites, nos frontières retrouvées, nous pouvons renforcer les fonctions régaliennes de l'État. Les fonctions régaliennes auxquelles j'ajoute encore une fois les fonctions hospitalières, qui sont une des fonctions majeures du pays. En renforçant ces fonctions régaliennes, armée, police, justice. L'armée pour nous défendre loin, la police pour nous défendre au plus près, et la justice qui permettra de terminer le travail accompli des policiers. Ensuite, la fonction hospitalière qui permettra à nos concitoyens d'être dans les meilleures conditions pour faire prospérer notre beau pays qu'est la France. Deuxième réforme, la politique étrangère. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le terrorisme islamiste est le grand problème de notre époque. Mais comment régler ce problème si nous ne mettons pas au clair dès aujourd'hui, et nous aurions dû le faire bien avant, la situation ambiguë que nous entretenons avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Car ces deux pétromonarchies, comme on les appelle, financent le terrorisme. Les dernières révélations de Wikileaks montrent que Hillary Clinton, en vendant des armes à l'Arabie Saoudite, savait, de par ses mails, que l'Arabie Saoudite et le Qatar ne faisaient que transiter ces armes jusque dans les mains des terroristes. Donc, comment pouvoir combattre le terroriste si nous sommes alliés avec des États qui le financent? C'est totalement absurde et vite, nous devons régler ce problème. Ensuite, troisième problème, un peu moins chaud, si je puis dire, l'écologie. L'écologie est un des problèmes de notre temps, parmi tant d'autres. Ah, vous voulez dire de long terme, en fait. C'est une mesure c'est ça. Qui concernera plus le long terme que le court terme, très bien. Étant donné que Marine Le Pen souhaite mettre en place le septennat non renouvelable et que l'écologie se mesure sur des dizaines, voire des centaines d'années, elle ne pourra qu'initier ces mesures, cette révolution écologique. Car tous ces pseudo-écologistes qui préconisent en France, je ne me soucie guère des autres États, qui préconisent en France d'abolir le tout nucléaire, ou le presque tout nucléaire, puisque 75% et non 100% de notre énergie est fournie par le nucléaire. En France, il faut savoir qu'il n'existe absolument aucune problématique catastrophe naturelle. Car, évidemment, au Japon, il est totalement absurde et incohérent d'avoir vendu des centrales nucléaires au Japon. Japon qui compte 3000 morts par an par les séismes et les tsunamis. En France, en revanche, il y a 0 mort par an par la tsunami, séisme, volcan, tornade, tout ce qu'on pourra imaginer. Le seul risque est les inondations. Or, nous connaissons les zones inondables. Il suffit simplement de ne pas y disposer des centrales nucléaires. Rien de plus simple. D'autant plus que EDF et Veolia, tous ces fleurons de la technologie française qui permettront la mise en avant de notre patriotisme économique, ont besoin de ce coup de pouce qui permettra de démanteler et de reconstruire des centrales plus modernes. Car aucun pays ne sait le faire. Alors pourquoi ne pas, pour une fois, prendre les devants sur les autres ? Très bien. Emilio Armani avec nous pour Élysée 2017. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
N'hésitez pas à aller la consulter lorsque nous l'aurons publiée sur notre site, une Je fois de n'y plus. manquerai pas. Élysée 2017. Merci, monsieur Armani, au revoir.